Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes déjà très actifs dans le chat, ça fait plaisir. Pour ceux qui suivent, pour ceux qui sont là en live, puisque je m'adresse aussi également à ceux qui sont en rediffusion sur YouTube, pour ceux qui sont en live, vous avez un message épinglé dans le chat pour faire vos pronostics. Vos pronostics de quoi vous me direz, on a déjà fait la F2 et la F3 la semaine dernière, on est forcément obligé de parler de F1 Academy qui reprend ses droits ce week-end sur le circuit de Shanghai, toujours en levée de rideau de la Formule 1. Donc forcément, on va en parler, même si c'est, comme vous allez le voir, quand on va parler de F1 Academy, c'est pas forcément un championnat qu'on va beaucoup suivre cette année, même si normalement une Française devrait y jouer le titre, voire on l'espère gagner. Abonnez-vous sur YouTube, comme ça il y aura des lives chez vous aussi. Exactement, excellente remarque de Julien, car oui, on s'approche petit à petit des 1000 abonnés, et c'est à partir de 1000 abonnés que ça peut devenir intéressant de diffuser les lives également sur YouTube. Donc, si vous voyez ce que je veux dire, donc n'hésitez pas à vous abonner aussi sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitch comme Alessandre l'a fait hier, que je remercie, merci beaucoup. Problème pour Préma dans la deuxième question du sondage. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? C'est un sondage que j'ai fait à la va-vite. Ouais, pardon. Ouais, pardon. My bad. My bad. Mais ouais, je l'ai vraiment, ce sondage, je l'ai vraiment fait il y a 15 minutes, quoi. Euh, voilà, normalement, ça doit être corrigé maintenant. Ça doit être corrigé. C'est évidemment Nina Gadman qui est aux côtés de Dorian Poy et non pas Mayaveux qui est passé chez MP. Bon, désolé, il y a des petites erreurs. Déjà, on m'a repris, déjà Julien m'a repris dans le chat. Je vais vite, question hors sujet, des nouvelles du YouTube de Samy Mektounif. Non, je n'ai pas encore eu de réponse à son sujet. Non. J'ai pas encore eu de réponse, désolé. Mon forum, mon Google Form est rempli de coquilles. Bon, attendez, je vais le relire un peu. Qui sera championne pilote? Ok, qui sera champion équipe? Ok, je pense là, c'est Avreda? Ouais, Avreda, ouais, c'est ça. Anagnostiadis, ouais, c'est ça. Ouais, bah voilà, ça va, j'ai fait deux erreurs. Bon, deux erreurs en en quatre questions, ça fait beaucoup. Mais bon, voilà. J'avais pas prévu de faire j'avais pas prévu de faire de Google Form, j'avais pas prévu de faire de sondage à la base, mais je me suis dit bah écoutez ça pouvait être intéressant. Évidemment, je pense pas qu'on va atteindre les 150 réponses qu'on a eues pour la F3, F2, surtout que là bah, je l'ai fait juste là à l'instant, mais bon voilà, si on peut avoir une petite dizaine, vingtaine de réponses, ça peut être sympa quoi. D'ailleurs, on peut mettre le fait que Nina Ganman s'appelle de naissance Nina Potov. Oui, en effet, elle s'appelle Nina Potov, mais je sais pas, elle s'est mariée depuis ou mais oui, elle a deux noms de famille en tout cas. Bon, écoutez, évidemment, c'est un live de preview, un live de débrief aussi, puisqu'on est forcément obligé de parler de la F2 et la F3, même si on sort d'un, on sort. On a eu un très grand live de 4 heures pour parler en long, en large et en travers de la F3 et de la F2. Mais déjà, c'était dimanche aux alentours de 2 heures du matin, donc on n'était peut-être pas forcément super frais. Et c'était à chaud, là on va pouvoir débriefer un petit peu à froid ce qu'il s'est passé en Formule 2, en Formule 3. Évidemment, il s'est passé plus de choses en F3 qu'en F2. Merci beaucoup à Homero pour son 13e prime d'affilée, ça fait plus d'un an. Ça fait plus d'un an. C'est beau. Ça fait aussi. Ça va faire presque un an d'ailleurs. Oui, ça va faire presque un an d'ailleurs que on est en live hebdomadairement, on va dire. Écoutez, on doit être aux alentours de ce cap d'un an. Live trop court, il manquait la course de F1. On n'aurait pas survécu au crash d'Adjar. Ah franchement, mais en plus après la fin du live, quand j'ai coupé après la F2, je me suis dit, ah, franchement, est-ce que j'aurais pas pu continuer à suivre la F1, etc. Mais bon, je voulais prendre mon petit déj, je voulais prendre machin, enfin, voilà. Et au vu de comment s'est passé le tour de formation, j'ose même pas imaginer. Enfin, déjà, j'étais décomposé au tour de formation, donc ouah, ça aurait été compliqué, hein. À 5 heures du matin, je pense, en live, je serais parti en pleurs, hein. La feature race de F2 fut aussi belle que la carrière de Pourchère en F1. C'est une belle métaphore. Bon, malheureusement, bah oui, en fait, on va en parler. Bah si, en fait, on va en parler d'Isaac Hadjar. D'ailleurs, ça m'a fait un peu rire quand le générique s'est lancé tout à l'heure. Le générique avec la voix, avec la radio d'Isaac Hadjar qui date de la F3 2022 où il dit No, no,
I destroy the car, no. Bon, écoutez. On est forcément obligé d'en parler. Non, ce n'est plus des formules de promotion, mais bon, bah, c'est quand même un pilote qu'on a suivi depuis ses tout débuts. Donc bon, ça fait beaucoup de mal. Euh, Ça m'a fait beaucoup de mal. Donc c'était le premier week-end d'Isaac Hadjar en Formule 1. Ce n'est pas son premier Grand Prix. Si tout va bien, cette semaine, dimanche, à 8 h du matin, il prendra part à son premier Grand Prix de Formule 1. Voilà. Avant ça, avant ce maudit tour de formation, avant erreur cette erreur bête, puisque c'est ce que c'est. C'est une erreur bête, voilà, sous la pluie, il n'avait jamais conduit de F1 sous la pluie, et ça s'est vu très 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 rapidement. Bon, avant ça, il avait été très bon le vendredi, le samedi, en qualification, il passe à un souffle de la Q3, il se prend que moins de 2 dixièmes, je crois, par Tsunoda en Q2. Après voilà, Tsunoda avait fait un week-end, a fait ensuite un week-end exceptionnel. Au final, les deux ont 0 point à l'arrivée. Bon, évidemment, c'est très circonstanciel, c'est bien évidemment dû aux conditions changeantes, etc., la mauvaise stratégie de Vecard. D'ailleurs, il ne fallait pas être dans une équipe italienne si vous espériez une bonne stratégie, globalement. D'ailleurs, on peut parler des commentaires de merde de votre commentateur, là. Alors, c'est pas le commentateur de Canal, c'est Julien Febvre. Julien Febvre a fait un excellent travail pour, au moment de parler de l'accident d'Isaac, pour rattraper l'erreur du consultant, Jacques Villeneuve. Waouh, 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 waouh. Alors, enfin, voilà, bon, on a déjà un petit peu parlé sur Twitter, mais c'est complètement déconnecté de la réalité, complètement déconnecté de qui est Isaac Hadjar, de comment surtout il a appréhendé ce week-end. On l'a vu tout le week-end, tout le week-end et tout, très, très humble, aucune saute d'humeur à la radio, aucun énervement. Et puis même au moment de la pré-grille chez Canal, on dit, enfin il y a Laurent Dupin, je crois, qui interview Isaac sur ces conditions, voilà. Et puis je crois qu'il y a Isaac qui dit un truc comme quoi j'ai peur. Bah oui, il a jamais conduit de F1 sous la pluie, donc bah voilà, va falloir être prudent, etc. Et puis là, t'as Jaco qui nous dit, ouais, il a voulu faire le caïd et tout, frère. Enfin, voilà, et évidemment, comme ça, enfin, je comprends énormément beaucoup de gens sur Twitter qui pensent que Jacques Villeneuve a pu faire un raccourci sur les origines d'Isaac et tout, machin. Si c'est le cas, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et puis voilà, enfin, ça, voilà, un préjugé. Voilà, un préjugé qui n'a. Enfin, en fait, c'est comme s'il avait suivi absolument rien du week-end. Il a juste, enfin, je sais pas, il a juste vu le nom Isaac Hadjar. Il s'est dit, ah, non, lui, il s'est mal comporté tout le week-end. Voilà. Pas convaincu que ce soit pour. Je sais pas. Honnêtement, moi je le prends comme ça, puisque, bah, par exemple, je sais pas, Jack Doohan, il s'est craché au premier tour, on l'a pas entendu sur ça. Carlos Sainz, il s'est craché à la fin du premier ou deuxième tour, on l'a pas entendu sur ça. Sous safety car, on l'a pas entendu sur ça. Euh, je, je pense que Jacques s'est mal exprimé et qu'il pointait pas forcément du doigt Isaac, mais qu'il parlait du sentiment d'un rookie en général. Bah voilà, ça veut mettre tous les rookies dans la même catégorie, alors qu'il y a une différence fondamentale entre comment les rookies ont abordé leur week-end. Enfin, chaque pilote est différent, chaque rookie est différent, chaque humain est différent. Là, on parle des commentaires de Jacques Villeneuve là, sur Isaac, qui ont fait beaucoup parler sur Twitter. Carlos Sainz, c'est un problème technique. Ouais, ouais. Bah, je sais pas, moi l'explication, elle me convainc pas totalement, hein. Je vois plus ça comme l'explication, enfin d'essayer de sauver la face, alors que bon, bah, voilà, que l'histoire du couple moteur qui arrive, bah, c'est le but d'un couple moteur, enfin le couple moteur, oui, il arrive en sortie de virage, enfin bon, ça avait l'air assez flou, moi ça m'a pas convaincu cette explication, hein. On n'en peut plus de Villeneuve aussi, mais surtout moi, quand je pense à certains grands prix où on a Romain Grosjean à la place, c'est merveilleux. Euh, Il avait dit quoi que Isaac s'était comporté comme un caïd et que s'était comporté comme un caïd tout le week-end et que voilà, ça va le remettre à sa place, qu'il s'est pris le mur de la F1 et enfin juste déjà cette négativité constante, voilà.
Mais Théo Pourchère, oui, Théo Pour... bah, en vrai, alors il est moins dispo maintenant, hein. Théo Pourchère, il a commencé à retrouver un taf en European Le Mans Series, ça commence d'ailleurs à la fin du mois, je crois. Mais oui, enfin, Pourchère, gros. Alors, Montagny, ouais, ça dépend, ça dépend. Parfois, ça fait un peu analyse au bar PMU, quoi. Mais Grosjean est topissime. Hum. Caïd, c'est très connoté quand même, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je vais Après voilà, peut-être que voilà, Jacques Villeneuve est québécois, peut-être ça n'a pas le même sens que en France ou voilà, mais je suis désolé, pour moi c'est beaucoup plus que limite, c'est vraiment au-delà de la limite et c'est pas vraiment acceptable. Et c'est dommage que voilà, on parle limite plus de ça que de ce qui s'est passé et de ce week-end. Je veux dire, le week-end, quand même, vendredi, samedi, il y avait de l'extrêmement positif. Il y avait de l'extrêmement positif, je trouve. On rappelle quand même, c'était le meilleur rookie à la qualif. Fausse polémique pour moi. Bon, pas pour moi. Pas pour moi, honnêtement. Ouais, pas pour moi du tout. Pas pour moi du tout. Enfin, d'ailleurs, petit fun fact, j'ai trouvé ça assez drôle. J'ai retweeté la directrice des communications de Formule 2. Ce qui est marrant, vu qu'on a eu quelques différends par le passé. On a eu quelques différends par le passé, évidemment, sur ces histoires de moteurs, etc. Voilà. Et donc là, bah, j'ai pu la retweeter sur cette affaire. Voilà, donc bon, ça fait parler un peu, ça fait parler un peu tout le monde. Euh, Sinon, il y a un mec de Canal qui fait TikTok qui serait pas mal aux côtés de Julien. Mais oui, mettez Antoine. Ouais, bah oui, mettez Antoine, ça serait génial. Le pit stop à côté de Julien, ça serait génial. Ça serait top. Ça serait top. Bon, écoutez, d'ailleurs, n'hésitez pas à follow, à vous abonner à la chaîne YouTube du Pit Stop F1, mais je pense que si vous êtes sur ma chaîne, je pense que vous devez déjà le suivre. Généralement, globalement, j'ai un peu la même plateforme enfin, j'ai un peu la même audience, enfin le même type d'audience que lui en beaucoup plus grand bien sûr. Euh, donc bon, voilà, maintenant il faut vite se remobiliser. Ce qui a été bien quand même dans tout ça, c'est que euh, il y a eu beaucoup de positifs, beaucoup de soutien sur les réseaux sociaux, beaucoup de soutien bah, voilà, d'Anthony Hamilton, comme on le voit à l'image, etc. Il y a vraiment il y a eu beaucoup de soutien, alors que voilà, ça aurait été d'autres pilotes, j'ai pas l'impression qu'on aurait eu le même soutien, mais enfin, c'est bien. En tout cas, l'image d'Isaac est vraiment en train de changer. Donc il y a des côtés positifs. Maintenant, voilà, va falloir tourner cette mauvaise page, tourner cette erreur, tourner ce chapitre dès ce week-end. Ça va être un week-end sprint, pas forcément évident. Euh, Pas forcément évident, mais voilà, Isaac avait montré vendredi à Melbourne qu'il était dans le rythme, donc voilà, ça devrait pouvoir se faire. Là, par contre, comparé à l'Australie, là, il va découvrir la piste, comme tous les autres rookies d'ailleurs, Antonelli, Berman, etc., Lawson, Bortoletto et Douane, tous vont découvrir la piste. Voilà, à voir ce que ça va donner. Je suis pas trop inquiet non plus, mais voilà. Faire un week-end, faire son premier Grand Prix, le finir, et voilà, ça commencera sur des bonnes bases. Le pit stop, il fait des super reviews chaque week-end de F1, c'est vidéo de 45 minutes pour partir au taf. Non, c'est génial, moi c'est génial. Bah, du coup, j'ai fini son débrief du week-end aujourd'hui, et non, toujours top, toujours top. Faut pas non plus tomber dans le ridicule, et là, pitié, Isaac est un pilote professionnel, la F1 c'est pas les bisounours. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous, mais je veux dire, après une première erreur sur un tour de formation, on aurait pu s'attendre à ce qu'il se fasse descendre et que tout le monde appelle à ce qu'il sorte de la F1, voilà, enfin, genre, voilà, Mazepin par exemple, voilà, il a fait une erreur aussi à son tout premier Grand Prix dès le début, il s'était fait descendre par tout le monde. Vous allez me dire, c'est un exemple très extrême, certes, mais il y a eu beaucoup de soutien de la part de pilotes, de la part voilà, de gens du paddock, tout simplement. Voilà, il y a quelque chose de beaucoup plus positif qui entoure Isaac, donc Isaac a plus le droit à l'erreur maintenant, et puis le droit à l'erreur est autorisé pour un premier Grand Prix, il n'y a pas de souci, en plus avec la pluie, etc., il n'avait jamais piloté de F1 sous la pluie, voilà. Maintenant, c'est sûr que si Isaac commence à nous faire ça tous les week-ends, il va y avoir un petit souci quelque part, mon garçon. Mais voilà, je pense que ça ira dès les prochains week-ends, j'espère dès ce week-end, et voilà. La Chine, ça ira, c'est le Japon qui sera compliqué à découvrir.
Isaac connaît déjà le circuit de Suzuka. Il y a déjà roulé, alors jamais en course, mais il y a déjà fait des tests avec avec la FFSA avec un échange avec la fédération japonaise et Honda. Donc il connaît le circuit de Suzuka, même si c'est des vieux souvenirs de 2019 qui doivent dater, etc. Il n'est pas non plus en terre inconnue. Enfin voilà. Donc bon, voilà. Pour moi, il y a quand même du positif à tirer sur ce week-end. Les essais, les qualifs, le soutien autour de lui. Maintenant, voilà, faut pas que ça se reproduise. Et j'ai limite envie de dire le plus embêtant sur cette erreur du tour de formation, c'est que ça l'a justement empêché d'acquérir du roulage sous la pluie. Puisque du coup, ça fait qu'il a toujours 400 mètres 400 mètres d'expérience d'une F1 sous la pluie, c'est plus moi, enfin pour moi c'est plus ça le souci, alors que certains rookies, genre Bortoleto, qui a peut-être encore moins d'expérience en F1 que Isaac Hadjar, a pu faire une bonne quarantaine de tours, etc. Chez les pistons, je sais que ça a beaucoup sorti l'argument du c'est pas normal que les pilotes aussi talentueux qui, sans avoir d'expérience en F1, ont prouvé en F2 et se sortent de manière si facile. Hein, quoi? Que des pilotes aussi talentueux, je suis pas sûr de comprendre. Se sortent de manière si facile. Je comprends pas se sortent de manière si facile, puisque Sainz et Alonso, ils se sortent. Je suis désolé, c'est des pilotes très expérimentés. Donc, voilà. Le truc, c'est que voilà, aucune expérience de F1 sous la pluie et il n'y a eu aucune séance d'essai libre avant. Enfin, c'est aussi ça qui est embêtant. Quand il y a un week-end entier sous la pluie, tu peux commencer à prendre tes repères, etc. Là, tu commences la découverte de la F1 sur un Grand Prix. C'est terrible. Enfin, c'est terrible. Donc bon, voilà. Moi, je suis pas inquiet pour Isaac. Juste, voilà, on va espérer que son premier Grand Prix, que son premier Grand Prix ce week-end se passe bien. Voilà, voilà. Ouais, Antonelli a super méga performé. Après, voilà. Mais on l'avait déjà dit, hein, on l'avait déjà dit sur le live. Bon, à 2h du matin, on n'était plus très frais. Mais avant le Grand Prix, on savait voilà, que Antonelli sous la pluie, c'était. Voilà, moi je l'avais déjà dit, le pilote le plus impressionnant des formules de promotion que, que moi je connaisse, sous la pluie en tout cas. Alors que Isaac, il avait moins de références extraordinaires sous la pluie. Il y avait certes une victoire de F3 très jolie sous la pluie au Red Bull Ring, mais on avait tous ce sentiment un peu bizarre. On avait tous ce sentiment, je sais pas, Isaac Hadjar, pluie, voilà, aucun de nous ne le sentait dans le chat, c'était assez drôle, mais voilà. Euh, Ouais, mais voilà, Isaac Hadjar, c'est pas un pilote qui va. En tout cas, pour le moment, ça reste un pilote jeune, hein, il a 20 ans, etc. Il peut toujours évoluer, hein, mais pour le moment, c'est pas un pilote qui va se transcender sous la pluie comme Antonelli le fait, tout simplement. Voilà. Go rouler toute l'année au Qatar. Et normalement, ce week-end, il fait soleil tout le week-end, il fait sec à Shanghai, donc normalement, voilà. Donc bon, le pauvre Douane qui perd la voiture sans rien faire de mal. Ouais, bah ouais, ouais. Enfin bon, écoutez, de toute façon, voilà, il faut aussi que l'expérience entre. C'est plus honteux pour Isaac Hadjar parce que c'est dans un tour de formation, donc c'est beaucoup plus la honte, etc. Maintenant voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur le sec et d'avoir un Grand Prix un peu plus normal, puisque l'air de rien, ça nous a donné un classement en Formule 1 qui est pas représentatif. Alors certes, c'est vachement drôle de voir Sauber devant Ferrari, mais bon, voilà, on se doute que c'est pas que ça reflète pas les performances du week-end, vraiment. Sinon, voilà, on aurait Tsunoda peut-être 6ème, du 5ème, je sais pas, Gasly peut-être 8ème, 9ème, etc. Donc, euh, donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que voilà, il y a pas mal de choses qui sont difficiles à interpréter pour le moment. Euh, Le live F1 Academy qui change de sujet direct. Non, non, la F1 Academy, je laisse ça un peu. D'abord, en fait, d'abord, on va parler un petit peu des actualités de la semaine, dont le Grand Prix de F1. Puis ensuite, on va débriefer vite fait F2, F3, revenir un peu sur le week-end dernier, et ensuite la F1 Academy. Quant au max 4 filles qui ont le niveau des F4 mix, ça s'explique. 4 filles, bah attends, oh, en vrai, un peu plus, un peu plus. 5. Bon.
T'as vu la news pour Masson? Ouais, il va faire les. Je sais pas. Alors, j'ai pas vu toute la news, mais j'ai vu qu'il faisait un truc au Nürburgring. Est-ce qu'il va faire les 24 heures du Nürburgring? J'ai pas vu. J'ai pas vu, attends. Mais j'ai vu qu'il allait faire un truc avec Toyota. Ce qui est très bien, mais j'ai lu la news un peu trop vite. Attends. Euh, Ouais, c'est ça, NLS, donc il va faire les 24 heures du Nürburgring. Voilà. Ouais, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Bon, écoutez, avant d'entamer la partie F2, F3, je voulais revenir sur cette petite news. Il y a un nouveau pilote dans l'Alpine Academy. Il s'agit de Kinu Al-Azari. Si vous suivez assidûment chacun de mes tweets et de mes lives, vous le connaissez déjà. On souffle. On souffle. Alors, c'est pas un mauvais pilote, loin de là, et c'est pas un pilote dans la lignée des Kabir Anourag ou de Nicolas Lacorté, qui s'est d'ailleurs fait remarquer avec un week-end assez catastrophique en Formule 3. Auto Hebdo l'avait dit qu'il y a un mois à peu près pour Lazari. Ah, intéressant, j'étais pas du tout au courant perso. Unpopular Opinion, c'est pas scandaleux de l'avoir dans une académie. C'est pas scandaleux. On peut pas dire que c'est le scandale du siècle, mais ça montre surtout une tendance de fond. C'est que les académies sont là pour faire de la thune. Mais c'est pas un mauvais pilote. Voilà, c'est un pilote vice-champion de F4 espagnol. C'est très bien. La F4 espagnole, c'est l'une des plus relevées. Il avait fait troisième de F4 Emirati pendant l'hiver face à Slater et Nakamura Berta. C'est pas scandaleux, mais ça montre que l'Alpine Academy sont là pour recruter des pilotes qui ramènent de la thune, qui ramènent du flouze. Et en fait, le truc qui me gêne, c'est que voilà, c'est un pilote qui a été battu par plusieurs pilotes et qui sera battu par plusieurs pilotes beaucoup moins fortunés et qui auraient beaucoup plus besoin d'une académie. Voilà, l'an dernier, voilà, il s'est un petit peu fait avoir sur sa saison de F4 espagnol. Il s'est fait avoir un petit peu comme un bleu par son coéquipier rookie Mattia Colnaghi. Et là, les tests, il va passer en GB3 en 2025. Il y a eu des tests, d'ailleurs, notamment aujourd'hui, il y avait des tests de GB3. Et il est bon, il est aux avant-postes, hein, il y a pas de souci. Mais bah, il est derrière ses autres coéquipiers rookies, quoi. Donc, enfin, il est derrière son coéquipier Deegan Fairclough, qui est un excellent pilote. Encore un pilote britannique, vous me direz, certes, mais voilà, champion de F4 britannique, a un énorme, énorme, énorme talent et dont je fais mon favori pour la GB3 cette année. Ce mec, il roule limite plus en GT qu'en monoplace. Oui, oui, il fait beaucoup. Oui, il fait du GT. Je crois qu'il a fait les Non, il a pas dû faire les Asian Le Mans Series. Ah, peut-être. Attends. Mais oui, oui, il roule beaucoup en endurance aussi, hein. En vrai, ça leur portera quand même préjudice de ne pas sécuriser les bons pilotes pour le futur. Mais j'ai l'impression qu'ils s'en foutent en fait. J'ai l'impression qu'ils s'en foutent un peu, hein, pour être parfaitement honnête, et que bah voilà, les autres pilotes, bah, ils vont être recrutés par des autres académies. Voilà, enfin, je sors des exemples comme ça, mais je sais pas, voilà, enfin, les pilotes qui viennent de F4, je sais pas, Jules Caranta, Ernesto Rivera, par exemple, ou enfin voilà. Euh, oui, d'ailleurs, ça m'a fait bien rire la photo de présentation d'Alazari sous le drapeau français. Qu'est-ce que cette équipe a de français encore? Présentation Einstone, etc. Ouais, je comprends pas. Franchement, cette équipe restera toujours un mystère. Il est Emirati, oui, oui, il est Emirati, en effet. Ouais, ils ont Gasly, ouais, c'est ça. Ils ont Gasly et puis ils ont les moteurs Renault jusqu'à la fin de l'année. Et puis après, enfin, je sais pas, autant se renommer high-tech, quoi, je comprends pas trop. Bon, écoutez, donc voilà, ça montre surtout l'Alpine Academy qui va vers les pilotes payants, qui est complètement autonome financièrement et qui même apporte, je pense que là, maintenant, vu tous les pilotes payants qu'ils ont, c'est forcément bénéfique. Tous les pilotes de réserve qu'ils ont, genre, ils ont Colapinto, Aaron Hirakawa et Kushmaini. Voilà, c'est obligé, là, l'académie, ça mange bien, hein, ça régale, hein, ça régale. Avec l'argent des pilotes payants dans l'académie alpine, ils vont payer les pilotes des autres académies quand il faudra casser les contrats. Bon, pour l'instant, ils cassent pas les contrats de beaucoup de monde, hein. Ou après, si, bah, quand ils ont cassé le contrat de Colapinto, si, en vrai. Euh, je sais pas, on a entendu du 20 millions à peu près, donc oui, oui, peut-être que ça servait à ça. C'est utile, hein. C'est utile, hein. Bon, écoutez, donc voilà, c'est un peu triste, heureusement, voilà, il y a quand même des académies où le mérite est plus important. Je pense à Red Bull, je pense aussi à Mercedes, McLaren, Williams, voilà. Mais bon, il y a beaucoup d'académies, c'est quand même pour les pilotes payants et seulement pour les pilotes payants.
Alpine, Ferrari notamment. Euh, voilà. Voilà. Surtout Alpine et Ferrari, puisqu'après les autres académies, style Aston, Sauber, elles n'existent pas trop, elles servent à rien. Ferrari, ah oui, oui, Ferrari quand même. Hein. Ferrari, c'est surtout, en fait, tous leurs pilotes qui viennent, c'est des pilotes qui ont de l'argent. Mais c'est des très bons pilotes. Voilà. Mais Ferrari vont pas aider des pilotes dans le besoin. La seule fois qu'ils l'ont fait, c'est avec Bianchi et Leclerc. Et voilà quoi. Hein. Depuis, voilà, il y a juste. Bah, attendez, je vais voir la. Attendez, Ferrari Driver Academy, la liste de leurs pilotes, c'est que des pilotes riches. Attendez. De toute façon, oui, il y a eu Guan Yuzo dans l'académie. Beganovic, Kamara, Taponen, Veug, Nobles, et encore, ils ont viré James Wharton qui était ultra riche aussi. Oui, Berman, typiquement riche. Mais encore une fois, c'est pas des mauvais pilotes. C'est même parfois des excellents pilotes dans le cas de Kamara, Taponen, etc. Mais voilà, ils ont déjà un énorme background financier. Après, oui, Beganovic, je pense, c'est plus parce qu'il est là dans la maison depuis longtemps. Parce que de base, il était fortuné, mais de moins en moins, en effet. En effet. Petekov, il a été jeté à la poubelle. Bah ouais, Petekov, il a été jeté à la poubelle puisqu'il pouvait plus apporter de l'argent. Justement, il y a son sponsor, je crois que c'était Shell, qui n'avançait plus d'argent à partir de fin 2020. Et du coup, bah, Ferrari l'a jeté, quoi. Voilà. C'est malheureusement comme ça que certaines académies fonctionnent aujourd'hui, puisque depuis l'affaire Piastri, Nobel, c'est les riches. Ouais, 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 ouais. Bon, déjà, à partir du moment où tu as des frères et sœurs qui roulent en F4, enfin qui roulent, voilà, voilà, ça montre quand même que la famille vit bien, quoi. Mais Nobels, oui, hein. Puis en plus, elle fait des pubs. Enfin, vous avez peut-être vu mon tweet si vous me suivez sur mon compte perso sur Twitter, mais le Aurélien Nobel, ça fait des pubs pour Puma avec un polo Ferrari et tout machin. Elle fait des pubs. Bon, voilà. Sponsorisé par Shell, oui, en plus sponsorisé par Shell. Bon, écoutez, voilà, donc c'est un peu triste, voilà, cette signature d'Aladari, c'est pas non plus immérité, mais voilà, il y a certaines académies qui sont ouvertes qu'aux pilotes qui amènent de l'argent. Allez, on passe à la Formule 2, petit débrief de ce week-end bien évidemment qui ne sera pas allé jusqu'à son terme, on l'a suivi ensemble en live, avec cette course principale annulée au plus grand bonheur de Victor Martins qui partait en pole position. Bon, malheureusement, en fait, ça va être un. Bah, c'est difficile à interpréter ce classement. Qu'est-ce qu'on en fait de ce classement? Oui, voilà, classement totalement représentatif. Euh, voilà, t'as Durksen en tête du championnat, 9ème de la qualif. Fornaroli, 2ème, après avoir fait 10ème de la qualif. Puis ensuite, on a Browning, Verschoor, Stanek, Montoya, Mini. Victor Martins qui a quand même gardé les 2 points de la pole position. C'est un très très maigre lot de consolation pour la course principale annulée. Pepe Marty qui a décroché 1 point. Puis ensuite, bah, de toute façon, on a l'ordre d'arrivée de la course sprint avec quand même voilà, Sami Mektounif, Max Exterson et Jack Crawford qui ne sont pas classés du tout parce qu'ils n'ont pas fini la course. Waouh! Je voulais râler, mais en fait, il n'y a rien à dire, juste un gros coup de malchance. Bah, en fait, comme on l'a dit, ça m'embête un peu que la communication ensuite de la F2 et de Bruno Michel, ça a été en mode voilà, on a tout fait pour la sécurité, ce qui est important c'est la sécurité, c'est génial la sécurité, sécurité, sécurité. Si vous vouliez faire la course, c'est que vous êtes des méchants. Euh, alors, le dimanche, en effet, quand on a regardé à 2h du matin, il était hors de question de faire la course principale. Il y avait absolument rien à faire. La piste était impraticable et je trouve ça même honteux presque qu'on ait fait le tour de formation. C'était une piscine, c'était n'importe quoi. Moi, ce qui m'a plus embêté, c'est que on savait depuis des jours, on savait depuis le début de la semaine qu'il y allait avoir de la pluie le dimanche et pas de la petite pluie. Pourquoi il n'y a personne à la F2, à la F3 qui s'est dit peut-être que quand même on pourrait peut-être décaler les courses, genre inverser, course principale, course sprint, pour avoir la course représentative le samedi et être sûr qu'elle ait lieu, et la course sprint le dimanche, et si la course sprint le dimanche n'a pas lieu, bon bah c'est moins grave, tant pis, mais au moins on aura un classement représentatif. Là, je... Changer le programme du week-end, mais t'es fou Percy, mais juste course principale, course sprint, ça peut se faire.
ça peut se faire. Enfin, alors oui, la course principale est un petit peu plus longue que la course sprint, certes, mais vraiment, ça peut se. Enfin, voilà, ça peut se bouger, tout simplement. Ça peut se bouger. Bonjour, est-ce que tu préfères une course sprint avec le top 10 des qualifications inversées ou une course sprint avec le top 10 de la course principale inversée? C'est c'est pas évident. Honnêtement, je pense que je préfère le top 10 avec la. Comment dire? Avec les qualifications inversées, puisque le truc c'est que si on fait la course, le top 10 de la course principale inversée, ça veut dire que tout le monde va essayer de se battre pendant la course pour essayer d'avoir la 10e place, d'essayer de se laisser doubler, genre par exemple tu es 6ème, mais ça veut dire que du coup tu partirais 5ème le lendemain, ah bah non attends, je vais laisser passer quelques pilotes et non, on s'en sortirait pas, donc non, la qualification, bah, je pense que c'est un peu la seule façon malheureusement. Euh, à la base, la forte pluie devait arriver plutôt dimanche après, mais les nuages se sont approchés au plus vite à partir de samedi soir. Ok, enfin je sais pas, je sais qu'il y avait des prévisions un peu différentes selon les sites météo, mais je sais pas, Et le... Alors c'est vrai que, comme le dit Morgan, le vendredi soir, il y avait d'autres problèmes à régler. C'est vrai que la F2, si seulement la pluie avait été le seul souci, ils auraient été bien contents. Mais non, non, évidemment, l'un des gros soucis, l'un des gros soucis tout le week-end, ça a été ces coupures moteurs aléatoires sur à peu près toutes les voitures. Euh, Bienvenue en F2. Bienvenue en F2, voilà, en espérant que ces problèmes puissent être réglés lors des prochains essais, puisqu'il y aura des essais de Formule 2 et de Formule 3 aussi à la fin du mois, du 26 au 28 mars, si je ne dis pas de bêtises, avant la manche de Bahreïn, qui auront lieu juste. Enfin, ces essais auront aussi lieu sur le circuit de Bahreïn, à Sakhir. Voilà, ça sera le moment de régler ça, mais ça a touché les Français, je pense que ça a touché à peu près tout le monde, hein. Ça a touché à peu près tout le monde. Maintenant, il y a certains pilotes qui ont été plus vocaux que d'autres. Je pense notamment à John Bennett, le pilote Van Amersfoort Racing, qui en a parlé en long, en large et en travers en story Insta, mais aussi sur Discord. Ah, ils sont réglés. Ah, c'est un bon signe. C'est un bon signe. Bon, peut-être à confirmer peut-être sur les essais qui arrivent, mais si les problèmes sont réglés, ça serait déjà ça. Ça serait déjà ça, parce que ça avait l'air d'être assez compliqué. Ça avait l'air d'être assez compliqué. Il y a pas mal de. Enfin, Morgan, il y a aussi d'autres ingénieurs qui m'en ont parlé. C'est vrai que donc, de plusieurs équipes différentes. Donc c'est vrai que ça avait l'air d'être un sacré souci. Mais si ce problème est réglé, tant mieux. En attendant, voilà. Donc on se retrouve avec ce classement pas représentatif. Et voilà, comme je dis, j'aurais préféré vraiment qu'on échange course principale et course sprint. Euh... Bon, voilà, évidemment, le sujet de la F2, Victor Martins, bon, est-ce qu'on peut faire plus poissard que ça? Je ne sais pas, puisque. Purée. Pourtant, le vendredi était si prometteur, vraiment, il domine les essais libres. En qualification, il perd la pole d'un rien, et au final, il récupère cette pole, puisque Mini a une pénalité pour avoir gêné Crawford. Et puis à partir du samedi, c'est parti en vrille. Et malheureusement au départ, il fait un très bon départ. Victor Martins fait un très bon départ à la course sprint. Sauf qu'il fait vraiment un trop bon départ et il se retrouve au même endroit que deux autres pilotes, je crois. Alors Verschoor et peut-être Stanek. Je crois que c'était Ouais, ça doit être Stanek, je pense, de mémoire. Euh, ils se retrouvent tous au même endroit. Je trouve que Verschoor s'ouvre un petit peu et du coup ça fait que voilà, il se retrouve à 3 de front à ce moment-là. Donc celui qui est à l'extérieur, bah, c'est le pauvre Victor Martins qui perd plusieurs positions dans l'affaire. Et ensuite bah, Victor est 13ème et après il doit remonter, il doit essayer de remonter et bah, je pense qu'il en fait trop un petit peu, hein. Il en fait un petit peu trop et puis voilà, sa course s'achève très tôt dès le deuxième tour. C'est frustrant et c'est encore d'autant plus frustrant qu'il n'a pas eu l'occasion de se rédimer, de faire sa rédemption le lendemain alors qu'il était en position parfaite pour le faire. Voilà, voilà, malheureusement Victor Martins dans la suite de 2024 et pourtant, voilà, cette course des champions qu'il y avait eu il y a 10 jours désormais à Sydney avec Sébastien Loeb, pour moi c'était en train vraiment de redonner un nouveau momentum, etc. Là, va falloir réenclencher la machine à Bahreïn. C'est dommage. C'est dommage. Le côté positif, on va dire, c'est que
il n'y a aucun pilote qui s'est envolé au championnat. Vu qu'il n'y a eu que la course sprint, personne n'a pu vraiment prendre une avance conséquente. Mais bon, voilà, si le week-end s'était passé normalement, il est fort probable que Victor serait en tête du championnat après avoir peut-être dominé la course principale, mais ça on ne le saura jamais. Arc Drop Dead qui nous demande est-ce qu'on sait si les pénalités de grille, notamment pour le règlement technique avec Trident, mais aussi Dams et Rodin, sont réglées ou on reporte au Grand Prix suivant, vu que cela concernait la sprint et la long race. Eh bien non, les pénalités vont juste rester à Melbourne. Bon, ces trois équipes sont assez chanceuses, on va dire, dans leur pénalité, mais non, il n'y aura pas de pénalité sur la prochaine manche. Al-Azhari, oui. Alors, l'Euro Formula, on n'en a pas parlé, pour répondre à la question de FCB Noah 7, mais c'est vrai qu'il y a une nouvelle équipe qui va arriver en Euro Formula Open. C'est vraiment extrêmement niche. Donc, il y a une Nielsen Racing, une équipe de LMP2 qui arrive en Euro Formula. Bon, on verra bien ce que ça donne, mais pour le moment, voilà, il n'y a toujours aucun pilote compétent qui est annoncé. Il n'y a aucun pilote compétent qui a roulé depuis pas mal de temps. Donc, bon, voilà, j'en ai pas spécialement parlé. Mais par contre, voilà, l'Euro Formula utilise des voitures très intéressantes pour préparer à la Formule 3 et il est possible, de ce que j'ai compris et même probable, que l'Eurocup 3, le championnat où évolue actuellement Jules Caranta, reprenne ces voitures. J'ai eu une confirmation assez récemment. Visiblement, l'Eurocup 3 devrait récupérer la Dallara de l'Euro Formula Open. Tu crois que la course sera rattrapée sur un autre meeting? Ils avaient fait ça en F1 Academy à Abu Dhabi. Ils en ont pas parlé une seule fois, hein. Ils en ont pas parlé une seule fois, donc ça m'étonnerait franchement. Je pense pas que... Et surtout, faut la caser cette course. Faut la caser cette course, et quand il y a déjà F1, F2, F3, et puis qu'en plus il y a la Porsche Super Cup, ou alors la Porsche Middle East, ou voilà, ça donne des plannings assez chargés. Et surtout, la course principale de F2, c'est une course d'une heure. C'est une course d'une heure, donc c'est pas évident à caler sur un planning, hein. Donc, Motopark pour aller en Euroclub 3, je sais pas. Je sais pas, oui, le plus logique serait une fusion des deux championnats, mais bon. Écoutez, voilà, on tourne ces deux pages là, puisque là on est en train d'entrechoquer deux conversations en plus. Donc écoutez, on va vite espérer que pour Victor, il arrive à réenclencher la machine, puisque la vitesse, elle est là. Bon, après, on n'avait pas trop de doutes, hein. La vitesse, on sait qu'il l'a. Pour moi, je ne cesse de le dire, c'est l'un des meilleurs pilotes, mais voilà, il doit tout mettre bout à bout. Voilà, elle est coûteuse cette erreur en course sprint, mais voilà, il faut repartir de l'avant maintenant. Il n'empêche qu'on a un leader du championnat, Joshua Durksen, notre leader du championnat. Voilà, maintenant, pour moi, c'est le signe quand même que c'est un pilote qui est plus qu'un très bon moteur. C'est pas que ça. Maintenant, voilà, s'il y avait eu la course principale, je pense qu'on en aurait beaucoup moins parlé de Joshua Durksen. Donc voilà, j'attends de voir sur les prochains week-ends, mais ça montre quand même que c'est un très bon pilote. Mais est-ce qu'on peut en dire beaucoup plus? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On aura un peu plus de choses à dire sur la Formule 3, puisque en Formule 3, on a eu les deux courses, l'une sur le sec, l'une sous la pluie. Comment sait-on qu'il n'a toujours pas un meilleur moteur? Alors on ne le sait pas, mais déjà, enfin, c'est très rare, on va dire, sur 2 saisons consécutives, comment dire, parce que c'est quelque chose que je vois de plus en plus, fréquemment. Par exemple, il y a des pilotes qui ont des saisons compliquées, saisons compliquées, ça arrive, et l'excuse c'est ah bah il y avait un mauvais moteur, ah bah pas les bons réglages sur toute la saison, et puis il y avait ça, et puis il y avait machin, voilà. Les excuses mécaniques, en tout cas quand tu es en formule de promotion, souvent ça peut tenir une année. Mais ça tient pas 2 années. Quand à partir de 2 années, tu as fait 2 années consécutives et que tu toujours pas percé, voilà, ça va être. Voilà, c'est compliqué. Les excuses, même si elles peuvent être vraies, mais en tout cas, aux yeux de la F1, aux yeux de. Voilà, t'es finito. Si à partir de 2 années consécutives, voilà, ça a toujours pas percé, voilà, y a plus, ces excuses ne seront plus considérées comme valables aux yeux du plus grand nombre. D'ailleurs, ce que je suis en train de dire, ça vaut aussi potentiellement pour Dorian Pain en Freca. Voilà, je pose ça là.
Euh, donc voilà, sur 2 années consécutives, avoir le meilleur moteur, ça serait quand même assez gros, honnêtement. Maintenant, voilà, c'est peut-être le cas. Mais même avant ça, pour moi, Dirksen, ça a toujours été un pilote très sous-coté. Ça a toujours été un pilote très sous-coté. Il a toujours été dans des mauvaises équipes en F4 et en Freca. Et là, voilà, je pense alors, il a eu un meilleur moteur l'an passé, ça c'est incontestable. On verra cette année. Là, comme ça, voilà, il n'y a rien qui m'a sauté aux yeux comme ça, euh, mais voilà, au bout d'un moment, il faut peut-être se faire une raison. Joshua Dirksen est un très bon pilote. Il l'avait montré d'ailleurs en Freca, par exemple à Zandvoort sous la pluie. Alors certes, Antonelli avait été encore plus impressionnant ce jour-là, mais Dirksen avait été splendide avec sa petite Ardenne. Donc voilà, c'est un pilote sous-coté. Et voilà, voilà, voilà. Comment il fait pour avoir un meilleur moteur? Ben, la roue de la fortune, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est malheureusement, on peut jamais. Alors, peut-être que ça sera le sujet d'une prochaine vidéo, d'une petite vidéo explicative. Euh, mais les formules de promotion, alors c'est certes des trucs, des formules, des championnats monotypes, mais ça peut jamais être parfaitement égal. Alors déjà, il y a des différences de test, des différences de préparation, des différences de setup avec les ingénieurs, les mécaniciens qui sont plus ou moins expérimentés, qui ont plus de références, etc. Et aussi même au niveau purement technique, à la sortie des bancs d'usine, les moteurs sont pas parfaitement égaux. C'est très compliqué de faire des moteurs parfaitement égaux au millième près. Et voilà, malheureusement, chez Mechachrome, il y a une marge de tolérance assez importante. Voilà, il y a une marge de tolérance assez importante. Donc non, c'est pas X-Racing par exemple qui triche pour avoir un meilleur moteur. Non, c'est juste, bah voilà, ils ont eu de la chance quoi. Dirksen en Formule E, ouais, moi j'aime bien, hein. J'aime bien, ouais. Hmm. Je trouverais ça intéressant ouais, comme combo. Donc voilà, bon écoutez, la Formule 3, Raphaël Camara qui est donc en tête du championnat après son grand chelem à la course principale le dimanche, où il aura été vraiment irréprochable et sera imposé avec 5 secondes d'avance. Théophile Nael, excellent deuxième, après avoir fait 2 journées, voire même 3 journées avec les qualifications vraiment très très complètes. Stromsted, le jeune pilote Mercedes en troisième position devant Nikita Bedrin qui peut-être pourrait prolonger son intérim chez X-Racing. Stenson, Intra Poufassak, Ramos qui a remporté la course sprint, Bilinski, très surprenant sur sa rodine, Tramnitz, Wurz, Zagazeta, Tsolov, Voisin, Ugochukwu et Leon qui sont les 15 pilotes à avoir marqué des points. Alessandro Giusti pointe à la 17e position. Parmi les gros noms, les gros noms qui ont complètement foiré leur week-end et qui sont en dehors des points et qui ont même été assez loin des points pour certains. Van Eupen 18, Louis Sharp 20e, Tuka Taponen 21, Brando Badauer 27 et James Wharton 29. Clairement, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient misé sur ces pilotes-là en dehors des points. Euh, ah oui, oui, ouais, Tsoloff, il a marqué les points, il est 12e. Merci beaucoup à Carglass, Carglass Répar pour le follow. Ça, c'est un pseudo rigolo. Si Benrin continue la F3, il sera concentré sur la F3. Pour l'instant, j'ai pas trop. Je sais pas. Je sais pas, parce que dans le même temps, il a signé en Freca chez Saint-Eloc. Donc, à quel point ça se tient, à quel point ça. Je sais pas. Pour le moment, c'est assez flou. Mais évidemment, je me doute que X-Racing, vu la performance que Bedrin a faite, ils vont essayer de le garder, hein. Euh, Ah oui, c'est vrai, oui, Thiago, c'est toi qui avait descendu Taponen dans ta tier list. Bon, c'est que un seul week-end, hein. Calma, calma, calma quand même. C'est plus surprenant. Voilà, c'est surprenant. D'ailleurs, Lulu09, enfin O9, Tsolov, il est plus chez Alpine, il est chez Red Bull. J'ai limite envie de dire, c'est encore pire, il est chez Red Bull. Il est chez Red Bull. Euh, euh, il a été récupéré par le Red Bull Junior Team. C'est un très bon pilote, mais voilà, il peut avoir des sautes d'humeur, on va dire, et des manœuvres en piste extrêmement répréhensibles. D'ailleurs, pour information, l'accident qu'il a eu en course principale avec Calum Voisin n'a pas eu de suite. Donc voilà, on n'a pas eu accès aux caméras embarquées, mais voilà, il n'y a pas eu de suite pour ça. Tsoloff qui s'en sort bien quand même, puisque de l'extérieur, ça avait l'air quand même plutôt de sa faute, hein. Tellement la haine contre Zagazeta, la course était vraiment belle pour Giusti, ouais, ouais, ça remontait bien, ça remontait bien. Euh, ça remontait bien, ça visait les points, ça revenait vers les points. Qui est le meilleur terroriste entre Wharton et Tsoloff? Bah,
C'est vrai que les deux ont été à la manœuvre ce week-end. Pour le moment, parce que c'est, bah en vrai j'ai envie de dire Wharton, puisqu'il a quand même éliminé Rafael Camara, justement, à la course sprint, et son coéquipier Van Eupen. Voilà, Wharton a été le meilleur terroriste sur ce week-end de Melbourne. Bon, écoutez, voilà, Rafael Camara, j'avais émis quelques doutes, si vous avez suivi mes lives du week-end, j'avais émis quelques doutes aussi sur lui sous la pluie, parce que je me suis dit, bah, en Freca, la saison précédente, sous la pluie, il était beaucoup plus friable, et bah là, c'était pas le cas. Mais genre, pas le cas du tout. Pas le cas du tout, du tout, du tout. Il a vraiment largement dominé la course principale, et voilà, il s'est envolé. Il a mis une bonne claque à son coéquipier Noah Stromstead, qui est un très bon deuxième, mais qui va quand même devoir se remettre de cette petite claque. Hein. Stromstead, il souriait pas beaucoup sur le podium, hein, contrairement à Camara et Naël. Surtout, j'avais pas mal de doutes autour de l'équipe, autour de Trident. Est-ce qu'ils allaient continuer avec cette nouvelle voiture qui arrivait? Est-ce qu'ils allaient continuer à être toujours au sommet? Eh bien, du coup, oui, oui, doublé. T'es pas content, doublé. Donc voilà, voilà, pour moi maintenant c'est le favori numéro 1 et ça va être dur de le chercher s'il continue ce niveau-là tout le temps. Évidemment, l'excellente nouvelle du week-end, et un peu la seule excellente nouvelle du week-end, elle est venue, enfin, en tout cas côté tricolore, elle est venue de Théophile Naël. D'ailleurs, comme en F2 l'an dernier, ART et Prema commencent mal. Ouais, commencent vachement mal même. Prema a 2 points, ART 0 points et dernière actuellement. Ça reste un week-end, donc je vais éviter de tirer trop de conclusions hâtives, surtout qu'on a une séance de qualification qui était assez particulière, il y a eu des drapeaux rouges, etc. Donc je pense pas qu'on ait pu voir tout le potentiel de certaines équipes notamment, mais ça commence pas très bien. Surtout moi, ce qui m'a... Alors, à la rigueur, chez ART, j'ai vu il y a eu des petites remontées sympas de Laurens Van Eupen. Moi, ce qui m'a plus inquiété, bah, déjà, c'est le rythme par exemple, de Taponen, de Wharton chez ART, et aussi celui des Préma en course qui n'ont fait que dégringoler. Hugo Choukou, il avait fait une bonne qualif, mais il a passé les 2 courses à dégringoler et à sauver un petit point. Donc, on n'oublie pas que Voisin va gagner, et de loin, bien sûr. J'ai peut-être été un petit peu optimiste dans mes pronostics. Il reste 9 week-ends après. Il reste 9 week-ends. Mais, et c'était 2 questions séparées. Hein. Tomissian, tu me prends en traître, mais j'avais dit mon champion c'était Callum Voisin, et il y avait une question ensuite. Est-ce que il y aura une bataille pour le titre jusqu'au bout, ou ça sera un pilote qui partira en cavalier seul? Euh, pour le moment, j'ai peut-être bon sur le cavalier seul avec Camara, mais voilà, bon, pas avec le bon pilote. Merci beaucoup à iPrélude R34 pour le follow. Donc voilà, pour en revenir à Théophile Naël, voilà, premier podium français, très bon, il a mené son équipe, il a été top sur les 2 courses, sur le sec, sur la pluie, dans le peloton aussi, il s'est vraiment bien débrouillé. Il a eu, évidemment, évidemment, il a eu de la réussite sur la séance de qualification, mais quand même, bah, il a fait les bons temps quand il le fallait. Puisque voilà, si c'était aussi simple, tous les autres pilotes l'auraient fait. Franchement, top. Quasiment rien à redire. Il y a juste un petit moment en course sprint, il aurait peut-être. Au final, il avait fait un excellent départ, et ensuite ça avait été il s'était un petit peu fait avoir à la fin du premier, deuxième tour dans des batailles, mais au final il a réussi à remonter ses places. Très bien, très bien, faut continuer comme ça. À quand une académie pour Naël? Je ne sais pas, mais voilà, faut continuer comme ça. C'est vraiment top. Voilà, on n'avait pas vu de... Alors, je vous allez dire que je pars peut-être un peu loin, mais voilà, j'avais fait un petit tweet là-dessus, mais c'est la première fois depuis Esteban Ocon en 2015 qu'un Français fait podium sur sa première course principale en F3. On a quand même eu Pourchère, Martin, Saljar, etc. Théophile qui pourtant rejoignait Van Amersfoort Racing, c'est pas un top team en F3, c'est même plutôt une équipe de midfield, voire même deuxième moitié de classement. Ils ont fait 7ème l'an passé sur 10. C'est une bonne surprise. Il est déjà devant Santiago Ramos, qui a une saison d'expérience dans les pattes. C'est bien, c'est vraiment très 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 bien, c'est très sérieux. Voilà, faut continuer comme ça, c'est top. Voilà. Bon, malheureusement, il y a eu moins de réussite pour l'autre Français de la grille, Alessandro Giusti,
que c'est mal payé de repartir de Melbourne avec 0 points, parce que bah, on sent que le rythme pur, il est là. Euh, Malheureusement, voilà, ça s'est très mal passé en qualification. Il a eu qu'un seul tour qualif à cause de tous les drapeaux rouges. MP Motorsport était sur une stratégie décalée. Voilà, mauvaise stratégie. Et en plus, il a eu un problème de DRS durant son unique tour de qualif. Il est tout proche des points en course sprint. Ça se joue à un rien, franchement. C'est vraiment rageant que la course finisse sous safety car, parce que je pense vraiment qu'il avait de quoi arracher les points. Et puis voilà, il remonte très fort à la course principale sous la pluie, et puis il se fait sortir par sa Gazeta. Quand ça veut pas, ça veut pas. C'était pas son week-end, mais le rythme de course, moi j'ai adoré. Maintenant, il faut essayer, voilà, en qualification, il faut partir de plus haut, mais le rythme de course, j'ai l'impression de ce qu'on a vu qu'il est déjà là, donc c'est déjà une première bonne nouvelle. D'ailleurs, Justy va avoir une interview chez le Parisien. Bah ouais, 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 hein, son manager qui fait du bon taf hein, pour avoir des bonnes interviews, alors que Théo Final, c'est lui qui a fait le podium et c'est Justy qui a l'interview. Pourquoi Gilter il est pas en F3 cette année? Excellente question. Excellente question. Bah tout simplement, pas assez de budget. Pas assez de budget. Il a dû repartir une deuxième année en Freca. Il repartira une deuxième année en Freca. Et donc voilà, notre champion de Formule régionale Moyen-Orient doit patienter une année de plus, mais clairement, on le sait, il aurait eu le potentiel pour se battre en F3 cette année sans aucun souci. Maintenant, comment dire, Gilter serait très probablement monté avec ART. Quand on voit ce premier week-end d'ART, on se dit mollo. Mollo. Non, en vrai, je taquine un peu ART, mais voilà, j'espère que ce premier week-end était juste raté et que c'est juste pas mal lié à la séance de qualification et que ça reviendra devant dans les prochains week-ends. Ouais, au final, en plus de son podium et en plus de son featuring dans une vidéo, il a quand même fait un titre de F4 espagnol et des victoires en Freca et en Fremec, hein, quand même, l'air de rien. Bon, écoutez, on va attaquer le vif de ce live, le vif de ce live, le cœur de ce live, le vif du sujet, la preview de la F1 Academy. J'en profite pour rebalancer, les pronostics que vous pouvez faire. Je vais faire mes pronostics un petit peu après avoir parlé des pilotes. On en parle de la wildcard. La wildcard, oui, on sait même pas sa date de naissance, donc bon. 6 équipes, contrairement à l'an passé où elles étaient 5, dont, donc, puisqu'on note l'arrivée d'Hightech TGR notamment, on a une Française, toujours Dorian Pain, vice-championne en titre, qui repart pour une deuxième saison de F1 Academy. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui me gênent dans ce championnat, et c'est normal en fait. Ce championnat commence à voilà, avoir une petite crise en quelque sorte, puisque voilà, les illusions des premières années sont parties. Toute la hype qui était autour des débuts de la F1 Academy s'est retombée. Et pour le moment, on attend encore des grands espoirs féminins qui sauront montrer que la F1 Academy est compétitive et que, voilà, pour le moment, mais c'est normal, c'est normal, c'est obligé que le championnat se passe par là, puisque la F1 Academy, c'est un projet avant tout long terme, normalement. La F1 Academy, le but, c'est de donner des opportunités à des pilotes féminines, de montrer aux jeunes filles que être pilote, ça peut être fait même par des filles, etc. C'est un projet long terme qui est là pour créer des vocations, pour créer des futurs pilotes. Et ça se voit pas avant 10-15 ans. Donc là, on est à la 3e saison et on se dit, où est-ce que ça va? Où est-ce que ça va? Et voilà, il y a un petit moment de... Est-ce que ça vaut le coup? Mais il faut continuer puisque on saura pas si ça a marché avant, bah voilà, avant plusieurs années minimum. Est-ce que tu vois une pilote de ce lot monter en F3 d'ici à 5 ans à peu près? De ce lot-là, des 18 pilotes, enfin des 17 pilotes qu'il y a là, bah c'est pas si impossible, mais ça dépendra pas mal de cette année et de l'année prochaine. Puisque je vois pas faire je vois pas une pilote faire le saut F1 Academy à F3, ce qui serait beaucoup trop gros. On parle de
la F1 Academy, c'est avant tout un championnat de F4, c'est un championnat de F4 même simplifié, les voitures sont simplifiées, c'est pas exactement les mêmes qu'en F4 italienne. Donc voilà, il faut vraiment il faut passer par une étape intermédiaire, comme le fait d'ailleurs Abby Pooling. Abby Pooling, c'est très bien ce qu'elle fait. Elle sera engagée en GB3, en F3 britannique. C'est très bien ce qu'elle fait. Il faut passer par là. Les premiers essais sont bons, sont ok. Mais pour le moment, par exemple, c'est moins bien que Quinoa Lazari, pour le moment. C'est pas les mêmes équipes, mais Hightech et Rodin, c'est les deux top teams du championnat. Pour le moment, Abby Pooling, ça joue plus les huitièmes, les huitièmes places à peu près. Voilà. Il faut déjà que Suzy, Schwapo, Magic Wolf te choisissent et te placent dans la bonne équipe. Ouais, alors, je sais pas si vous avez la ref, si vous avez suivi, si vous suivez les comptes Twitter de la F1 Academy, qui ont partagé une vidéo de Suzy Wolf, donc la directrice du championnat, avec une directrice de Charlotte Tilbury, qui est l'un des gros sponsors du championnat, qui ont un appel vidéo avec Chloé Chong, pilote de F1 Academy en 2023, et qui revient au championnat. Et ils ont montré comment ils avaient fait cette annonce, comment Chloé Chong a appris qu'elle revenait en F1 Academy. Et en fait, bah, c'est juste, elle a été choisie. Suzy Wolf a choisi. Et pas un seul moment, c'est un choix sportif de Rodin Motorsport. Et ça donne une super mauvaise image. Enfin, je sais pas, enfin, c'est. Enfin, c'est. J'espère que c'est une mise en scène comme Antonelli pour Drive to Survive. Bah, j'espère. J'espère que c'est une mise en scène, mais très honnêtement, voilà, moi les échos que j'ai sur la F1 Academy, c'est pas très positif, très honnêtement. C'est un championnat pour moi où le sportif est vraiment relégué au second plan et où on est juste là pour faire rouler des filles. Euh, et on est plus là pour l'image, pour la visibilité, pour le marketing. Et en fin de compte, le sportif, est-ce qu'on s'en ficherait pas un petit peu? Voilà, le sportif est très souvent au second plan. D'ailleurs, attendez, le meilleur exemple, est-ce que vous avez déjà vu le calendrier de la F1 Academy pour cette saison 2025? On commence à Shanghai, ensuite on va à Jeddah, ensuite on part direction les États-Unis à Miami, ensuite on reste quand même en Amérique du Nord avec Montréal, on repart en Europe sur le circuit de Zandvoort, qui est probablement l'un des pires pour apprendre à dépasser, ouais, on s'en fout, Zandvoort, ensuite Singapour, et ensuite finale à Las Vegas. C'est probablement le pire calendrier de l'histoire des formules de promotion. Il y a à aucun moment, on est là pour faire progresser les pilotes, pour faire apprendre aux pilotes comment construire des dépassements, construire des courses, etc. Gérer. Enfin, on va assister, évidemment, j'ai pas la science infuse, mais on va assister à des processions. Les F4 sur ces circuits, déjà, ça va être si lent, si lent. Puis voilà, ça va être des processions. Oui, il n'y a qu'une seule manche en Europe, et donc à Zandvoort, qui est, voilà, comme j'ai dit, l'un des pires circuits pour dépasser. Et puis surtout, bah, c'est des circuits qui vont leur servir à rien, puisque c'est des circuits qui ne sont utilisés presque que en Formule 1, à de très rares exceptions. Enfin voilà, les circuits où ça serait utile de rouler, qui seront utiles pour leur carrière professionnelle, il faudrait des circuits qui soient utilisés déjà en F3, des circuits qui soient déjà utilisés en F2. Des circuits de l'endurance, du GT, puisqu'on se doute évidemment que tous les pilotes n'iront pas en F1. Il faudrait du Spa-Francorchamps, du Monza, même si vous voulez faire comment dire, si vous voulez faire des manches en dehors d'Europe, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je sais pas, on pourrait dire Suzuka par exemple. Même Suzuka, ça ferait plus de sens puisqu'il y a des gros championnats qui roulent à Suzuka. Mais enfin, je sais pas, même Austin, tu vois. Enfin, là, ça n'a aucun sens sportif. Voilà. Je, voilà, j'ai un peu fini mon coup de gueule, fallait que ça sorte. Même Gwen Lagru disait que les autres académies ne mettaient pas de pilotes sérieux en F1 Academy. Écoutez, de toute façon, quelle est la plus belle illustration qu'on ait pour voir à quel point les équipes s'en foutent de la F1 Academy? Alpine. Vous allez me dire, Alpine, c'est le pire exemple en termes d'accompagnement de pilotes, certes. Mais quand même, ils ont eu une pilote, Abby Pooling,
qui a été sacré à sa deuxième année de F1 Academy, qui monte en GB3, donc qui progresse dans les formules de promotion, dans l'échelle des formules de promotion, qui se rapproche potentiellement de la F3. Next. Abby Pouling ne fait plus partie d'Alpine et juste une pilote Rodin, ambassadrice Rodin, donc de la marque néo-zélandaise. Voilà. Il n'y a aucun projet sportif. Il n'y a aucun projet sportif. À la rigueur, les seules académies qui ont un véritable projet sportif autour de pilotes féminines, c'est Mercedes, Dorian Pain évidemment. Mais on sait qu'après Dorian Pain, il y a la prometteuse, maintenant prometteuse à quel point, je ne sais pas, mais il y a la prometteuse Luna Flucha espagnole qui arrivera probablement l'an prochain. Red Bull aussi, il y a aussi même encore après, ils ont recruté Julia Monlor, une jeune pilote française de 12 ans. Alors, voilà, Williams avec Sarah Matsui. Bon, c'est vrai, bon, pour l'instant, on n'en parle pas trop. Elle est encore très jeune. Red Bull, en soi, ils ont recruté 3 pilotes intéressants, enfin 3 des pilotes féminines les plus intéressantes. Mais franchement, il y a des académies. Je suis désolé. Ferrari, ils ont Maya Veug, qui est l'une des meilleures pilotes féminines de ces dernières années en formule de promotion, et ils la font stagner en F4. Ils la font complètement stagner en F4. Lesquels Red Bull, enfin voilà, c'est les pilotes qui sont à l'écran, hein. Alicia Palmowski, Chloé Chambers, Rafaela Ferreira, c'est des pilotes qui ont des références déjà sur des championnats de F4 mixtes, notamment Palmowski, notamment Ferreira, donc c'est intéressant. Veut que tabasserait tellement pas en Freca. Oui, mais en F4, c'est Pain qui est plus rapide. Mais je pense que là, c'est plus un souci peut-être physique au niveau de Dorian Pain. Malheureusement, qui n'a peut-être. Enfin voilà, la Freca, c'est une voiture très 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 compliquée à conduire. Voilà, mais en F4, je pense que Dorian Pain sera largement plus rapide que Maya Veug. D'ailleurs, on l'a vu l'an dernier en F1 Academy. En même temps, McLaren, ils avaient Bustamante, il n'y avait pas de projet envisageable. Peut-être avec Lloyd, ils essaieront un truc. Peut-être. Peut-être. Mais déjà, en fait, pour moi, s'il y avait un vrai projet sportif, il faudrait la faire rouler à côté. Il faudrait. Enfin, c'est très bien la F1 Academy pour le marketing, pour tout ça. Ça roule en même temps que les Grands Prix de F1, blablabla, c'est top. Mais voilà, comme je l'ai dit, sportivement, c'est pas un championnat qui a beaucoup de sens. C'est pas un championnat qui a beaucoup de sens. Et puis même, on pourrait aussi dire qu'il y a des performances un petit peu douteuses aussi. Voilà, vous allez dire que je vois le complot un petit peu partout, mais voilà, en formule de promotion, il y a rarement, voilà, il n'y a jamais une égalité parfaite. Voilà. Même quand ça sourit aux Français, il n'y a jamais une égalité parfaite. Mais voilà, il faut rouler à côté. Il faut faire d'autres championnats à côté pour vraiment s'étoffer en tant que pilote et devenir potentiellement, vraiment intéressante, quoi. Alors oui, attends, maintenant que tu me le fais souligner, ouais, Ella Lloyd, oui c'est vrai, pardon, my bad. Ella Lloyd roule chez Rodin en F4 britannique cette année, donc ça va être intéressant à suivre. Ella Lloyd qui vient de la F4 britannique par ailleurs. Pour moi, c'est des influenceurs plus que des pilotes. Bon, après, non. Ça dépend lesquels, évidemment, ça dépend lesquels, mais c'est aussi pas mal la. Alors là, on part sur du débat de sociologie, mais c'est aussi un petit peu la société, les sponsors, le public qui veut ça. Malheureusement, malheureusement, si une pilote féminine reste un petit peu dans son coin et ne fait pas parler d'elle, on va pas. Voilà, elle n'aura pas beaucoup d'opportunités. Voilà. Alors que voilà, Bianca Bustamante, elle était suivie comme pas possible. Et voilà, elle joue beaucoup de ça. Et beaucoup de pilotes féminines sont obligées de jouer ce côté influenceur, même si c'est pas dans leur personnalité, parce que et elles sont obligées de faire les filles toutes souriantes. Regardez par exemple le générique de la F1 Academy l'an dernier. Ça n'a rien à voir avec le générique de F2, de F3, de F1 encore moins. Il faut forcément qu'elle soit là pour sourire, pour donner une bonne image, pour être girly, pour être. Enfin, voilà, puisque c'est ça qui va faire potentiellement débloquer les sponsors, c'est ça qui va faire oh, regarde cette pilote, elle a l'air trop sympa et tout, machin. Oui, c'est bien, ça va peut-être faire débloquer quelques sponsors, quelques opportunités marketing comme ça, mais ça décrédibilise un peu la chose. Enfin, elles sont maquillées à outrance aussi.
Bah oui, mais enfin, mais c'est voilà, c'est compliqué parce que le championnat en fait parfois trop. Le championnat est fait pour les mettre en avant, mais en fait ça met en avant des pilotes parfois trop jeunes aussi, qui sont pas forcément préparés à à cette surexposition médiatique. Et du coup on les voilà, voilà, elles sont obligées alors pas toutes évidemment, mais d'être toujours bien maquillées, toujours souriantes, toujours machin, positives et tout, voilà. Alors que bah, c'est souvent, ça serait beaucoup plus mal vu si c'était un pilote gars. Si par exemple, tu as un pilote qui fait des P20, qui fait des P23 et qui est toujours là, souriant et tout, oh, bah, c'est la belle vie, franchement. Voilà, on le regarderait bizarrement, évidemment. Donc bon, voilà. Malheureusement, voilà, ça reste énormément, beaucoup trop du sur marketing. Et voilà, ça m'embête un petit peu. Ça m'embête un petit peu, mais d'un côté, je comprends cette nécessité, puisque c'est comme ça qu'elles vont avoir plus d'opportunités. Mais voilà. Tant que la F1 Academy n'assumera pas d'être un championnat de formation et n'apportera pas plus de projets sportifs, ça peut pas marcher correctement. Ouais, mais c'est l'éternel débat, hein. Et sauf que là, au vu du calendrier, qui va sur les manches les plus exposées médiatiquement, enfin je veux dire Las Vegas, etc. Voilà, j'ai l'impression le but c'est de mettre vraiment le sportif au second plan, quoi. Opportunité marketing, opportunité sponsor, etc. pour potentiellement ensuite devenir des voilà, enfin ambassadrices. Attends, toutes les pilotes deviennent ambassadrices. Maintenant, Jessica Hawkins qui est ambassadrice Aston Martin, Abby Pouling qui est ambassadrice Rodin, Jamie Chadwick, je ne sais pas si elle est encore ambassadrice Williams, mais voilà, c'est malheureusement, voilà, les pilotes féminines restent souvent cantonnées à un rôle d'ambassadrice et donc à un rôle de communication, à un rôle de marketing. Moi j'ai une idée pour remplacer la F1 Academy, supprimer ce championnat et autoriser en F4 chaque équipe d'avoir une féminine et les trois meilleures filles de chaque championnat s'affrontent en une course de F4 à voiture égale et les trois meilleures passent en formule régionale. Alors oui, mais tu vois par exemple en Freca, c'est ça qui a été fait. Les équipes avaient le droit d'utiliser une quatrième voiture en formule régionale. Bon, en dehors du principe que la formule régionale est un championnat qui est compliqué, enfin une voiture qui est compliquée à gérer, on le voit notamment avec Dorian Pain, le souci c'est que, notamment en Freca, vous allez dire je parle que de ça sur ce live, mais il y a des différences. Il y a une préma, enfin voilà une préma, je dis une préma, une RT, une RS, je sais pas, voilà. Il y a forcément, au début de saison, on évalue quels sont les moteurs les plus rapides, quels sont les meilleurs châssis, on fait des tests pour savoir quel est le meilleur matériel. Et au bout d'un moment, on est obligé d'engager ces châssis pour l'année, pour de savoir, etc. Et et on doit mettre le meilleur pilote dans le meilleur châssis, généralement, parce qu'on veut jouer devant, normalement. Mais voilà, il y a des tests privés pour savoir quel est le meilleur matériel, comment on fait, etc. Et voilà, quand il y a quatre voitures, et bah souvent, bah la pilote féminine, elle se retrouvait dans la quatrième voiture. Voilà. Maintenant, c'est une excuse qu'on a beaucoup utilisée pour Dorian Pain l'an passé, excuse qui a de toute façon, en tout cas partiellement, volé en éclats en Formule régionale Moyen-Orient, où Mumbai Falcons by Prema utilisait quatre voitures, euh, et la quatrième voiture a été utilisée par deux pilotes, Reza Siwotun et Dorian Pain, et on a vu des grosses différences de performance entre les deux. Pourquoi la nouvelle équipe en Freca CL Motorsport n'offre pas une place pour une féminine par exemple? Enfin, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, ouais, tu peux essayer de leur proposer ça, mais oui, pourquoi pas? L'idéal, ce serait d'obliger les pilotes de F1 à faire des doubles programmes. Oui, mais obligé, mais il faut, comment dire, il faut l'argent derrière. Ça m'étonnerait que les partenaires soient réellement intéressés d'investir sportivement. Bah, ça veut dire que les partenaires, déjà, ils investissent pour le programme de F1 Academy, ce qui est une somme quand même non négligeable. Euh, et ensuite, bah, ça voudrait dire donner ensuite un chèque supplémentaire pour rouler en F4 britannique, française ou autre. Voilà, pas évident à faire gober ça à faire avaler ça à tous les partenaires, quoi. Bon. Voilà, on sait un petit peu. Mais voilà, c'est un championnat qui est toujours extrêmement difficile à appréhender parce qu'il y a vraiment des côtés positifs.
Voilà, pour moi, il y a beaucoup de côtés positifs quand même à ce championnat, mais ces côtés positifs tendent à être vraiment diminués, diminués, diminués au possible. Puisque en attendant, voilà, depuis 2 ans, on n'a jamais eu autant de pilotes féminines. Et je ne parle pas que en F1 Academy, il y a une quantité de plus en plus importante de pilotes, par exemple en Formula Winter Series cet hiver. Bon, pour le moment, les performances ne suivent pas, mais c'est normal. C'est normal. Il y a 10 ans, sur 100 pilotes, on avait 99 mecs, une fille. Et sur ces 99 mecs, peut-être qu'on en avait un ou deux qui iraient peut-être en F3, en F2, peut-être un qui irait en F1, je sais pas. Et on n'avait qu'une seule fille sur 100 pilotes. Donc forcément, statistiquement, cette fille avait beaucoup moins de chances mathématiquement de progresser dans les échelons supérieurs. Maintenant, on est en train d'avoir des proportions qui vont plus autour de 10%, 20%. D'ailleurs, en F4 française, cette année, on aura 6 pilotes qui ne sont pas engagés en F1 Academy. C'est intéressant. C'est intéressant. Je ne dis pas forcément que voilà, ça sera des futurs cracks, etc. Mais mathématiquement, plus il y aura de pilotes filles, plus il y a de chances d'avoir une crack, une craquita. Voilà. Voilà, et puis oui, il y a des choses intéressantes. Oui, voilà, les rookie tests de la F1 Academy pour des pilotes de kart, etc. Il y a des choses positives. Mais dans le même temps, il y a des choses sportives, sur le point de vue sportif du championnat qui sont peu intéressantes. D'ailleurs, cette année, on aura, comment dire, on aura 2 courses. On avait déjà 2 courses l'an passé, mais on rappelle qu'en 2023, on avait 3 courses. Là, on aura 2 courses, dont une à grille inversée. Moi, je suis extrêmement sceptique. Enfin, on va voir ce que ça va donner les grilles inversées, mais si on ne peut pas doubler et si ça redevient une procession, donc voilà, ça ne ferait que peu de sens. Euh, Lisa Billard a une chance d'y finir. Bon, d'y finir. Alors, d'y finir. Non, non, non. Pas d'y finir. Tu finis pas ta carrière en F1 Academy, normalement. Ou alors, c'est flopesque, quoi. Mais euh, Lisa Billard, potentiellement, j'imagine qu'elle pourrait aller en F1 Academy à un moment. Potentiellement. Mais j'espère qu'elle aura pas besoin de ça. J'espère qu'elle pourra faire sa carrière sans ça, mais maintenant ça devient un petit peu, et c'est là un petit peu l'écueil aussi de la F1 Academy, ça devient quasiment une étape obligée pour la visibilité, pour l'exposition, etc. Maintenant voilà, déjà Lisa Billard a une saison de F4 France à faire, j'ai espoir, voilà, alors petit aparté, mais voilà, je serai au test de F4 française la semaine prochaine, j'ai hâte de voir comment elle va se débrouiller. Mais voilà, il faut, sur sa saison de F4 française, Lisa Billard, c'est un bon talent. C'est un bon talent et j'espère qu'elle pourra faire, je sais pas, top 10 au classement, quelque chose comme ça. Et voilà, si tu fais top 10 de F4 France, normalement, t'as pas besoin de refaire une année de F4, ou en tout cas une année de F4 mixte, une année de F4 dans un championnat de F4 100% féminin comme la F1 Academy, ça aurait pas beaucoup de sens, ça serait un petit peu considéré comme un pas en arrière. Mais bon, voilà, l'exposition médiatique, etc., ça fait que c'est difficile d'éviter ce championnat, et c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. Il y a du niveau. Ouais, en F4 France, oui, il y a du niveau. Alors, voilà, côté pilote féminine, pour être honnête, il y a certes 6 filles, mais j'ai l'impression qu'il n'y a que Lisa Billard vraiment qui pourra vraiment jouer les points. Maintenant, voilà, je m'avance peut-être un peu trop, parce qu'il y a des pilotes aussi que je connais absolument pas, et donc j'attends de voir sur place au Mans la semaine prochaine. Bon, écoutez, voilà, plus maintenant, évidemment, petit aparté voilà, pour Dorian Pain qui est forcément face à son destin, mais maintenant, est-ce que ça sera utile de performer en F1 Academy s'il n'y a pas des performances intéressantes en Freca à côté? euh, Il faut au minimum gagner. En plus, là, elle a une saison d'expérience. Il faut au minimum gagner. Ce qui va être plus intéressant, ce qui va être plus vital pour elle, ça va être de bien performer en Freca, de vraiment montrer une grosse progression là-dessus à ce niveau-là. Pour le moment, en formule régionale, elle est vraiment plusieurs crans en dessous. Proenka est pas mal, Jacquet, je la trouve intéressante en karting. Ouais, non mais alors, voilà, l'affirmation que je fais, elle vient des résultats des premiers essais à Nogaro.
mais il n'y avait pas tous les pilotes qui étaient engagés, donc voilà, j'attends de voir au Mans comment ça va se passer avec les 30 pilotes, et voilà. Il y a quand même d'autres pilotes qui vont peut-être pouvoir rivaliser avec Dorian. Il y a notamment des nouvelles têtes, donc petit tour d'affiche comme ça, des nouvelles pilotes que vous ne connaissez peut-être pas. Nina Gadman, 21 ans, soutenue par Alpine et qui sera la coéquipière de Dorian. Franchement, plutôt discrète en F4 britannique l'an passé, mais elle a eu une excellente pige en F1 Academy où elle a joué les podiums. C'était à Zandvoort, elle était à la maison. Il y a eu quelques petits points en Formula Winter Series cet hiver, mais elle était chez Hightech, qui était l'équipe dominante du championnat. Elle a fait 15e, et ses coéquipiers, Leo Robinson, Fionn McLaughlin, ont joué les victoires. Thomas Berman a joué le frère d'Oli Berman, pour la petite anecdote, a joué les top 5, top 6. Elle jouait plus les top 10. Donc, voilà. Mais je pense quand même que ça sera pas mal cette année. Mais voilà, j'attends pas d'elle que ça soit une révélation foudroyante, quoi. Par contre, plus intéressant, beaucoup plus intéressant, je dirais même, c'est Ella Lloyd, jeune pilote de 19 ans qui sera soutenue par McLaren, qui évoluera chez Rodin Motorsport, et qui espérera marcher dans les traces d'Abby Pooling tout simplement, et qui a été une excellente 11e de F4 britannique, pourtant en loupant un meeting, donc sans ça elle aurait probablement fini plutôt 9e, 8e je pense. Elle a fait 4 podiums, face à des mecs, hein, face à des garçons et tout. Bah c'est franchement pas mal. C'est pas tous les jours qu'on voit des pilotes se battre pour des podiums dans des dans des championnats de F4 mixtes. Donc Ella Lloyd, voilà, c'est l'une des plus intéressantes. On a aussi Alisha Palmowski, 18 ans, soutenue par Red Bull, qui roulera chez Campos. Là aussi, sur le papier, c'est potentiellement l'une des pilotes les plus intéressantes, 5e de la relevée Ginetta, enfin des Ginetta Junior Championship, qui a ensuite été 2e de la GB4. Alors la GB4, c'est pas la F4 britannique, c'est des F4 britanniques low cost, en quelque sorte. Des F4 britanniques low cost, qui est forcément beaucoup moins relevée. Elle a quand même été vice-championne, elle a eu plusieurs victoires. Voilà, maintenant le niveau du championnat, on ne sait pas. En tout cas, ça reste quand même un championnat de F4 mixte, etc. Et elle a été non certifiée par la FIA, mais elle a été vice-championne. Elle s'est battue pour le titre presque jusqu'au bout. À voir ce que ça peut donner, mais c'est une signature intéressante de la part de Red Bull. Rafaela Ferreira, pourquoi pas aussi. Elle, par contre, elle va découvrir l'Europe. Elle a fait 4e de F4 brésilienne. Bon, le niveau de la F4 brésilienne, j'avoue que ça devrait être assez faible normalement, mais elle a quand même fait 4e avec 3 victoires, à voir ce que ça va donner. Voilà, ce qui me fait un peu tempérer mes ardeurs, c'est surtout que toutes ces pilotes, elles ont roulé cet hiver, certaines, bah, toutes même en Formula Winter Series, avec Hightech, avec Campos, etc. Compliqué. Compliqué, même pour Alicia Palmowski, etc. Voilà, donc c'est pour ça que je reste assez modéré. Je reste assez modéré. Euh, attendez. Je pense que c'est le moment. Je vous renvoie une dernière fois les pronostics le Google Doc pour faire les pronostics de F1 Academy. Et moi, je vais passer sur ma session pour faire à mon tour le Google Doc. Alors, donc beaucoup plus court que pour la F2 et la F3, vous voyez, il n'y a que 4 questions. Qui sera championne pilote? Très honnêtement, voilà, enfin, pour moi ça peut être que Dorian Pain, même si voilà, je pensais ça aussi l'an dernier, et au final ça avait été plus compliqué, mais voilà, pour moi ça doit forcément être Dorian Pain, si c'est pas le cas, compliqué. Qui sera champion équipe? Là c'est pas franchement évident, parce qu'il y a des line-up plutôt sympas, genre celui de Campos avec Palmowski, Chambers, Carrera, qui sont 3 pilotes qui ont montré des choses intéressantes l'an dernier. Chambers en F1 Academy qui a fait 6ème après une excellente première moitié de saison. Palmowski, Ferreira aussi dans des championnats de F4 mixtes. Puisque le reste, Hightech c'est un line-up plutôt catastrophique. ART, l'IA bloc, selon comment elle progresse, ça peut être sympa. MP, Maya Veug est un petit peu toute seule. Rodin et la Lloyd est vachement toute seule. Pour moi, ça se joue entre Prema et Campos. Je vais quand même mettre Prema. Mais peut-être pas forcément de beaucoup. Je garde un œil sur Europe, Larsen, Felbermayer et Chiconte. Chiconte était pas dégueu en qualif. Très honnêtement, moi je reste. Enfin, sur le PowerPoint, là j'ai mis pour moi les seuls rookies qui valaient vraiment le coup d'œil.
Les autres, voilà, il n'y a pas eu beaucoup de choses, quoi, je trouve. Que fera Dorian Pain en 2025? Le truc, voilà, pour être très honnête, si on avait fait ce sondage avant la Formule régionale Moyen-Orient cet hiver, j'aurais peut-être mis ça. J'aurais même peut-être mis ça. Le souci, c'est que qu'il y a eu la Formule régionale Moyen-Orient. Et voilà, comme je l'ai dit, on a eu une excellente comparaison. Il y avait Reza Siouroutoun, pilote qui découvrait la Formule régionale Moyen-Orient, et qui était dans cette quatrième Mumbai Falcons by Prema, qui lui a joué les top 10, qui a joué les points à chaque fois. Et Dorian Pain a repris sa voiture pour les manches 3 et 4. Et elle a fait un top 15. Peut-être qu'elle a eu un pour meilleur résultat une 16e place. Attendez, je me rappelle plus trop là comme ça. Mais enfin voilà, c'était beaucoup moins haut que ce que nous avait offert Siouroutoun. Vous voyez, Siouroutoun, il a roulé pour les manches 1, 2 et 5. Donc des points à chaque week-end. Dorian Pain, ouais, voilà, 2 16e place en meilleur résultat. Donc voilà, malheureusement, voilà, je vais mettre 0 point en Freca. Évidemment, moi j'espère beaucoup plus. Mais voilà, j'ai tendance à être peu optimiste sur le programme en Formule régionale. Et du coup, la question d'après, est-ce que Dorian montera en F3, qui est l'objectif assumé par Mercedes? Est-ce que Dorian Pain montera en 2026 en F3? Oui, d'ailleurs, je suis complètement d'accord avec Natoon28, il faut que tu fasses quelque chose de ce talent pour faire des anagrammes. Parce que... Alors, Dorian Pain, c'est avec un seul N. Hein. Dorian. Dorian, il n'y a que un seul N. Hein. Pour moi, non. Hein. Pour moi, non, malheureusement. Surtout que je pense, voilà, les places vont partir potentiellement vite. Genre, je sais pas, attendez. Parce que je réfléchis, il peut y avoir d'autres pilotes. Alors, peut-être, petite théorie, si Prema recule dans la hiérarchie en F3 comme le laisse augurer ce premier week-end, peut-être que moins de pilotes voudront aller en F3 et donc, enfin, aller en F3 chez Prema et iront dans d'autres équipes et peut-être que Dorian aura plus de place. Mais euh, donc bon, je pense malheureusement qu'on part trop loin. Pour moi, elle ne montera pas en F3 et voilà, j'espère me tromper lourdement. Et donc, on va directement enchaîner avec vos pronostics. Si vous voulez les faire, c'est encore le tout dernier moment. Hop. En vrai, F3 chez Dams, on dirait moi qui fais mes prédictions pendant l'été avec aucune info, mais oui, pourquoi pas. Non, non, après, en vrai, je dirais, non, pour moi, Dorian Pain, ça serait forcément chez Prema, parce que les liens avec Iron Dams, Iron Lynx, etc., je la vois pas ailleurs. Je la vois pas ailleurs. Qui sera championne? Oui, donc attendez, bon, on va directement voir les réponses, je pense. Ok, Dorian Pain avec une large majorité à 70%. Alors, on ne pourra pas comparer avec l'année dernière cette fois, parce que bah, j'avais pas fait ce sondage-là. 14%, 15% même pour Maya Veug. Ensuite, on a. Oh purée, ce running gag, je pensais pas le voir même ici. Lia Block, une voix. Ella Lloyd, une voix. Nina Gadman, une voix. Il y en a qui veulent jouer gros ici. Hein. Quand ça joue Gadman, Lloyd, Block. Alors, Block, encore plus surprenant. Gadman, Lloyd, pourquoi pas. Ok, mais bon. Large majorité pour Dorian Pain. Qui sera champion équipe? Prema avec la majorité absolue aussi. Et ensuite, on a Rodin. Ah non, attendez, hein, quoi? Attendez, hein? Non, il y a un souci dans les couleurs là. Non, attendez. Ah mince! Mince, oui, alors c'est parce que. Ouf, bon. Alors, il est possible que j'ai fait un petit bug sur mon sondage. J'ai mis un petit bug, j'avais mis Maya Veug chez Prema, j'avais repris le line-up de l'an dernier. Bref, il y a eu un petit bug, mais en tout cas, ça veut dire même plutôt 80. Attendez, 60, 85% pour Prema. Ensuite, on a Campos, et ensuite, on a. Bon, high-tech, celui qui a marqué high-tech, faut arrêter de fumer, hein, je suis désolé. Hein. On n'a pas parlé des pilotes high-tech pour la simple et bonne raison que bah, aucune n'a vraiment de palmarès, de référence. Et en plus, Hightech sera l'équipe qui accueillera les pilotes wildcard à chaque fois.
Voilà. Là, par exemple, ils vont accueillir la pilote chinoise Shi Wei, qui a une date de naissance inconnue. Voilà, c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de la F2, de la F3, enfin, des formules de promotion soutenues par la F1. Voilà, écoutez, je savais même pas que ça pouvait arriver. Et qui en plus, surtout, sur les têtes de photos de présentation de la F1 Academy, c'est une tête d'IA. Pour moi, non mais attendez, je suis obligé de vous montrer ça. Mais pour moi, c'est de l'IA. C'est pas possible que ça soit une. Enfin, je sais pas, ça se voit que c'est une fausse personne, non? Je. Non, il y a que moi qui bug. Ça fait vraiment F1. Enfin, ça fait F1 Academy, j'allais dire. Ça fait vraiment IA. Mais enfin, j'imagine que non. Mais voilà, cette pilote qui sort de nulle part et qui est annoncée comme ça, on dirait qu'il y a vraiment personne qui va se pointer. De l'IA bloc. Ça, c'est drôle. Ouais, c'est. Oui, bah oui. Alors, je pense que ça doit être. Ou peut-être retouché par IA. Peut-être retouché par IA, je sais pas. L'IA bloc. Bref, voilà. Que fera Dorian en 2025? Ah, quand même. Vous avez plus d'espoir que moi. Peut-être que moi, je suis peut-être un peu trop pessimiste. J'ai vraiment été refroidi par la Formule régionale Moyen-Orient. 44% pour le titre, avec quelques points en Freca. Titre en F1 Academy, mais 0 points en Freca, vous êtes un tiers. Et pas de titre en F1 Academy, vous êtes 22%. Ok. Et est-ce que Dorian Pain montera en F3? Vous êtes non à 78%. Bon, pas surpris. Pas surpris, pour être honnête. Voilà, je peux pas dire, je peux pas forcément dire que je sois surpris. Voilà, on s'y attendait. On s'y attendait. Euh, Hop, on repasse sur le PowerPoint, on a bientôt fini. Donc voilà, moi mon pronostic pour le top 5 c'était Dorian Pain, Mayaveug, Elaloy, Palmowski, Gadman. Voilà, après maintenant on a toujours des petites surprises en F1 Academy. Mais voilà, peut-être les 5 pilotes les plus talentueuses se trouvent là, avec peut-être Ferreira en 6. Petit point comme ça, parce que j'avais envie d'en parler sur le karting. Sur Reddit, il y a une photo de ses papiers d'identité avec écrit 91 en date de naissance. D'après un autre article, elle aurait 24. Waouh! Attendez, attendez, je remets sur la F1 Academy parce que là il y a eu plein de messages. Le titre de F1 Academy, Merco qui met Dodo en F3, c'est mon bête. Et pour moi, le titre de F1 Academy, il peut pas aller tout seul. Enfin, j'ai du mal à voir Prema accepter le fait de mettre une pilote qui aurait 0 point en Freca dans cette éventualité-là. Je sais pas. Si Dorian, tu vois ce live, sache qu'on est quand même tous avec toi. Mais complètement, mais complètement. Enfin, moi je suis pour que, moi je suis pour que la française, la petite française éclate tout le monde et montre et donne la leçon à tous ces mecs. Ça serait vraiment exceptionnel. Mais voilà, les ardeurs ont forcément été un petit peu tempérées par la formule régionale Moyen-Orient. Et, euh, et voilà, j'espère être agréablement surpris après avoir été malheureusement un petit peu déçu cet hiver. Voilà, voilà. Et j'espère peut-être l'avoir en F3 à côté de Gilter, à côté de Caranta, etc. Ça serait vraiment chouette quoi. Chambers redoublante, pourquoi pas? Ouais, je sais pas, j'y crois pas. Enfin, la deuxième moitié de saison m'a fait penser que le soufflet est retombé. Le soufflet est retombé pour moi. Petite page karting, on s'approche de la fin du live. Voilà, un petit mot sur quelques talents qui ont eu un très très bon week-end, notamment Matteo Rivals, pilote de Carcassonne, qui a fait le premier grand chelem dans le championnat de France FFSA junior de karting pour la première fois depuis 4 ans, c'est-à-dire pole position, victoire dans toutes les manches, victoire en pré-finale, victoire en finale. Donc félicitations à lui, clairement un pilote à suivre cette année, leader du championnat bien évidemment. Aussi quelques autres pilotes que j'ai bien aimés durant ce week-end, Oscar Guccio, Zach Zhou, Nino Moulin et Saad Deren que je ne connaissais absolument pas pour ce dernier. À l'international, on a aussi eu des performances intéressantes, notamment Stan Fago Ratashki, jeune pilote de 11 ans qui a outrageusement vraiment dominé le week-end, qui a vraiment été exceptionnel jusqu'à la finale, qui a été sous la pluie. Et là, le pilote qui avait dominé tout le week-end, malheureusement, a fini 3ème. Bon, c'est quand même un podium. Et surtout, bah voilà, il a l'air vraiment très 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 à l'aise. À la catégorie au-dessus, nos deux Français, Théo Polican, fils de Jérôme Polican, ancien pilote des 24 heures du Mans. Théo Polican s'est encore distingué avec une très jolie 4ème place.
malchanceux lors des manches, mais il est très très bien remonté lors de la journée du dimanche en pré-finale et en finale. Et Manu Nuvolini, le jeune pilote Mercedes, 6ème, un petit peu moins à l'aise sur ce week-end que sur les précédents week-ends, mais quand même toujours là. Est-ce qu'on peut dire que Matteo Rivals n'a pas de rival? Bah écoute, j'ai déjà fait la vanne sur Twitter, donc c'est copyright. Fin de carrière pour Pantoli, en plus de budget pour l'instant. Mollo, mollo, mollo. Alors oui, évidemment, il y a son... j'ai vu son Instagram où il disait qu'il n'y avait plus de budget, etc. Ça me surprendrait. Ça me surprendrait, j'attends de voir pour le moment. J'attends de voir pour le moment, mais oui, oui, fin de carrière, oui, plus de budget pour... Enfin, c'est pas la première fois qu'ils disent qu'ils ont plus de budget, hein, voilà. Donc ils font le coup à chaque fois, je suis assez d'accord avec ça, malheureusement, mais voilà, en espérant que Amine Pantoli retrouvera des solutions rapidement. Je vous laisse voilà avec tous les horaires de la F1 Academy et de la Formule 1. Il n'y aura pas de live ce week-end. Non, on va pas se lever à 3h45 pour aller regarder de la F1 Academy. Je sais que je suis un peu un fou malade, mais déjà je dois encore récupérer du week-end précédent où 3 nuits blanches d'affilée, ça a un petit peu piqué quand même. Donc non, il n'y aura pas de live pour la F1 Academy. Je pense que voilà, prochain live, ça sera la semaine prochaine où on pourra revenir voilà, sur ce week-end de F1 Academy, revenir sur la victoire d'Isaac Hadjar pour son premier Grand Prix de Formule 1. Et aussi, voilà, on parlera de la finale de l'Eurocup 3 Spanish Winter Championship avec Jules Caranta notamment qui teste actuellement à Spa-Francorchamps et de l'ouverture de la F4 espagnole. Voilà, donc voilà, le week-end prochain, il y aura des formules de promotion peut-être plus pertinentes sur le plan sportif qui reviendront. T'es pas fan de formules de promotion? Ouais, je t'avoue là, pour le... Non, à ce point non. Caranta est pas à Monza? Non, non, il est pas Francorchamps, il est dans... alors il a partagé en story Insta une story d'un photographe, mais Monza, j'avais déjà fait un tweet en plus. Je te remets mon tweet. Je remets mon tweet puisque voilà, mais j'avais fait un tweet justement pour dire que ça s'était très bien passé cette Jules Caranta à Monza, mais c'était la semaine dernière ça. C'était mercredi et jeudi dernier. Cette semaine, il est à Spa-Francorchamps. Mais ah ouais, mais j'ai fait plein de tweets moi depuis vendredi. Bon, attends, je t'envoie ça. Mais voilà, donc Jules Caranta qui ne chôme pas et qu'on retrouvera donc dans 10 jours pour la finale de l'Eurocup 3 Spanish Winter Championship à Motorland Aragon, où il y aura aussi le début de la saison de F4 espagnol. Hop, 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 voilà, j'ai retrouvé le tweet. Clac, clac. Mais voilà, Jules Caranta qui était la meilleure Campos. Donc Monza c'était la semaine dernière. Il va même pas regarder la F4 chinoise. Non, je t'avoue. Je crois que j'ai jamais regardé de F4 chinoise de ma vie. Alors que pourtant j'en ai regardé des F4 atypiques dans ma vie. J'ai déjà regardé de la F4 tchèque. J'ai déjà regardé de la F4 brésilienne. J'ai déjà regardé de la F4 japonaise. De la F4 d'Asie du Sud-Est j'ai déjà regardé. Mais de la F4 chinoise, non, jamais. Jamais de ma vie. Il y a des limites à la décence humaine. Percy, qu'est-ce que Sergio Rodriguez a teasé encore? Mais pourquoi vous continuez de suivre, de donner du buzz à Sergio Rodriguez, hein? C'est dingue. Comment il s'appelle Sergio Rodriguez? Sergio R97? Non, c'est pas ça? Bon, écoutez, j'arrive même pas à le retrouver. Bah, je le retrouve pas. Je le retrouve pas en... Ah, Sergio RF97. Qu'est-ce qu'il nous a dit encore, ce brave monsieur? F4 Asie du Sud-Est en live timing, ça doit être le plus obscur que j'ai vu, je crois. Moi, je m'en rappellerai toujours, hein. Enfin, saison 2019, quand il y a Adrien David et Sami Mektounic qui font des piges en F4 Asie du Sud-Est, je m'en rappellerai toujours de ça. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Espagne, horloge, outil, faucille et marteau. C'est pas la faucille et marteau. 26. Bon, je sais pas, ça veut dire quoi? Sainz, Alonso? Je comprends pas. Il y a que deux. Ah oui, ou peut-être le Grand Prix de... Ah oui, Grand Prix de Madrid ou les essais de Barcelone. Je pense pas que ça soit lié à un pilote en tout cas. Non, non, non. 2019, David en F4 SOB, et ben en 2024 aussi. C'est vrai, en 2024. 2023, non? 2023, je crois. Pourquoi tu l'aimes pas d'ailleurs? C'est vraiment typiquement
les pseudo-journalistes qui cherchent le buzz à tout prix, qui sortent toutes les rumeurs qu'ils veulent sur Twitter, voilà, en ne vérifiant aucune source, en ne vérifiant absolument rien du tout, en ne croisant pas les sources, etc. Euh, voilà, et qui fait enfin, voilà, les messages énigmatiques avec des emojis, etc., pour essayer de teaser des choses et pour dire, bah vous voyez, vous avez dit, j'avais raison, et puis au final, quand ils ont tort, ils n'assument pas du tout. Bah voilà, c'est. Oui, voilà, Natoon 28, c'est exactement ça. Enfin, voilà, c'est. Voilà, ça me. Voilà, ça me. M'horripile, voilà est le mot. Ah, mais Aiva Anagnostiadis, elle a roulé en F4 indienne. Oui, on n'en a pas parlé, mais Anagnostiadis et Alba Urup Larsen, elles ont déjà roulé en F4 indienne. C'était pas phénoménal. C'était pas phénoménal, il y avait quelques petits top 6, top 5, mais le championnat est de niveau très 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 faible quand même. La pire F4 que je vais suivre, c'est l'IM4, je pense, ça m'intrigue. Malheureusement, de ce que m'ont dit certains pilotes, devrait pas y avoir lieu. Sœur de James, oui, grande sœur de James Anagnostiadis, pilote Mercedes. Vous avez vu, je me suis entraîné. Enfin, non, je me suis même pas entraîné. C'est pour ça que j'en suis assez fier. Mais je sais très bien dire maintenant Anagnostiadis. Enfin, voilà. J'avais encore un peu de mal l'an dernier. Mais là, c'est bon. Là. Intra Poufasak, Anagnostiadis. Enfin, je suis bon. Je suis rodé. Je suis rodé pour cette saison 2025. Bon, écoutez, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux sur ce live. Où au final on aura parlé de F1 Academy, je sais pas, 30 minutes, 30-40 minutes sur les 1h30 de live. Donc écoutez, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur Insta, sur Feeder Series, sur YouTube, sur TikTok et sur Blue Sky. Ismail Kouja Ahmed Kodjaev. Ça aussi, je sais le dire. Hein. T'as essayé de me piéger, Nitram Nitram, mais ça marche pas. Hein. Bon, écoutez, passez à tous une très bonne soirée, un très bon week-end de course, un très bon Grand Prix de Chine. En attendant, oh là là. J'ai pas encore, je me suis pas encore complètement remis des 3 nuits blanches. Hein. En attendant, je vous dis à très bientôt, très bon week-end, bye bye.